République démocratique du Congo, la police a annoncé avoir interdit les rassemblements prévus ce lundi par l'opposition. Le nouveau chef de l'armée somalienne rééchappe à un attentat meurtrier. Au moins 10 personnes en sont mortes. En Guyane, la protestation se durcit, mais le blocage n'est pas aussi total que prévu. En Mauritanie, suite au rejet de son projet de réforme constitutionnelle il y a une semaine par les sénateurs, le chef de l'État compte contourner ces derniers. Il a en effet décidé d'organiser un référendum constitutionnel dont la date n'a pas encore été fixée. Mais selon plusieurs juristes, le président Ould Abdel Aziz violerait la loi fondamentale s'il persistait dans sa démarche. Et en vue de faire échec au projet du chef de l'État, le Forum national pour la démocratie et l'unité annonce la mise en œuvre d'une feuille de route. Il prévoit entre autres des manifestations anti-référendum et une campagne de sensibilisation des citoyens. Pour rappel, les réformes constitutionnelles proposées par le président Ould Abdel Aziz sur la base de l'article 38 de la Constitution du 20 juillet 1991 et ces textes modificatifs concernent la suppression du Sénat, la création de conseils régionaux, le changement de drapeau, la suppression de la Haute Cour de justice et du Haut Conseil islamique. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, était transformée en ville fantôme ce lundi matin alors que l'UDPS, le parti historique d'opposition, appelait à manifester dans toutes les villes congolaises contre le président Joseph Kabila. Vers 8 heures locales, les rues de la bouillonnante capitale, habituées aux violences à caractère politique, étaient quasi désertes et les commerces tardaient à ouvrir. La circulation était presque inexistante dans de nombreux quartiers. Quelques rares bus publics roulaient bondés, tandis que des files d'attente se formaient à plusieurs arrêts en l'absence de transport en commun privé. À l'échelle de la ville, la présence policière et militaire était peu visible, mais une trentaine de policiers militaires et autant de policiers anti-émeutes étaient déployés au rond-point Ngaba dans le sud, près de l'université de Kinshasa. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi Mulumba, décédé en février à l'âge de 84 ans, a appelé la population à manifester lundi dans toutes les villes du Congo contre le président Kabila. Félix Tshisekedi, fils d'Étienne, qui briguait ouvertement le poste de Premier ministre, a accusé dimanche le président Kabila d'être le principal obstacle au processus démocratique après que le chef de l'État eut annoncé la nomination à la tête du gouvernement de Bruno Tshibala, dissident de l'UDPS. Plutôt que de rester pour manifester, Félix Tshisekedi s'est envolé dimanche après-midi pour Addis Abeba à l'invitation de l'Union africaine. La police de la République démocratique du Congo a annoncé dimanche soir avoir interdit dans la capitale Kinshasa et dans l'ensemble du pays les rassemblements prévus lundi à l'appel de l'opposition congolaise. Cet appel à manifester a été lancé par l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti fondé par l'opposant congolais historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles à 84 ans. Dans la capitale Kinshasa, les organisateurs de la marche UDPS et Rassemblement ont indiqué qu'ils comptaient marcher jusqu'au palais présidentiel. La déclaration de Félix Tshisekedi intervient 2 jours après la nomination de Bruno Tshibala, un dissident de l'UDPS et du Rassemblement au poste du Premier ministre par le président Kabila. En pleine rue d'Alexandrie, une opération spontanée de don de sang. L'initiative est consécutive à l'attentat perpétré contre l'église copte Semak en pleine commémoration de la fête des Rameaux. 17 personnes ont péri. Cette attaque contre la minorité copte intervient 4 mois après un attentat suicide spectaculaire revendiqué par l'EI contre l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire. 29 personnes avaient été tuées. Les Coptes orthodoxes d'Égypte sont la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Ils représentent
10% des 92 millions d'Égyptiens y se disent victimes de discrimination dans tout le pays de la part et des autorités et de la majorité musulmane. L'attentat en cause a été revendiqué par le groupe État islamique. En décembre 2016, l'attaque du Caire avait relancé les appels à durcir la lutte contre la mouvance djihadiste en Égypte, en particulier dans le Sinaï où elle a mené une série d'attaques sanglantes contre les forces de sécurité. Désormais, il est question de prendre plus au sérieux le danger que constitue ce mouvement. L'attentat d'Alexandrie intervient 19 jours avant une visite en Égypte du pape catholique François, visite prévue du 28 au 29 avril. Au volant d'une voiture bourrée d'explosifs, un kamikaze a foncé dimanche à la mi-journée sur le convoi escortant Mohamed Ahmed Djimal. Celui-ci, connu de la population sous le surnom de Irfird, a été nommé à la tête de l'armée somalienne jeudi par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. L'attaque aurait fait au moins 10 morts, dont 7 civils. Dans un communiqué radiodiffusé, les islamistes radicaux Shebab ont rapidement revendiqué l'attentat. L'attaque ciblée contre le nouveau commandant en chef de l'armée somalienne sonne comme la réponse des Shebab affiliés à Al-Qaïda au discours martial tenu par le président Mohamed à l'occasion d'une série de nominations à la tête de l'armée, de la police et des services de renseignement. Se sentant très menacés, les Shebab ont juré la perte du fragile gouvernement central soutenu à bout de bras par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie. Ils ont menacé de mener une guerre sans merci contre le nouveau président. Chassés de Mogadiscio en août 2011, les Shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides jusque dans la capitale, Mogadiscio. L'Union européenne et l'Algérie partagent la même analyse sur la crise syrienne, a déclaré ce dimanche la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, lors d'une conférence de presse à Alger. Mogherini a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise en Syrie et que le règlement ne peut être que politique avec une transition crédible. Qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise en Syrie. Sur ça, l'Union européenne est très claire, très ferme. Les intentions de nos amis américains étaient compréhensibles, mais que maintenant, c'est le moment de donner un impulse, pousser aux efforts politiques et diplomatiques à Genève encore plus importants, parce que c'est clair que ça doit passer par là. De son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a réitéré la position algérienne de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Et nous nous associons dans la condamnation énergique de ces actes terroristes criminels qui ont frappé le peuple égyptien frère dans des symboles de la convivialité, de la tolérance et du vivre ensemble. Évoquant l'attaque chimique présumée à Khan Sheikhoun, ayant fait mardi au moins 87 morts, Lamamra a insisté sur l'application du droit international. Le chef de la diplomatie algérienne a précisé qu'il fallait prouver les faits dans cette affaire et déterminer les responsabilités, meilleure solution pour le règlement de cette crise. L'Israël a évoqué dimanche les raisons morales qui ont poussé Washington à mener des frappes contre une base de l'armée syrienne en riposte à une attaque chimique présumée imputée au président syrien Bachar al-Assad. Netanyahou faisait référence à l'attaque chimique présumée contre la ville rebelle de Khan Sheikhoun dans le nord-ouest de la Syrie qui a causé mardi la mort de 87 civils dont 31 enfants. L'État hébreu avait été un des premiers pays à féliciter le président américain Donald Trump pour sa décision de mener vendredi une frappe punitive contre une base aérienne syrienne. Le Premier ministre israélien a par ailleurs affirmé dimanche qu'Israël continuerait à soigner des Syriens blessés dans le conflit qui ravage leur pays. Israël a traité plus de 3000 blessés en provenance de Syrie depuis le début du conflit en 2011, selon les chiffres de l'armée israélienne. Les relations entre les deux pays, qui restent officiellement en état de guerre, sont d'autant plus tendues que le régime syrien est soutenu dans sa bataille contre les rebelles par le Hezbollah libanais et l'Iran, deux grands ennemis.
La contestation se durcit en Guyane. En effet, le collectif qui pilote le mouvement social inédit, agitant ce territoire français d'Amérique du Sud, a annoncé le blocage total du département dès ce lundi. Mais il était moins total que prévu, le collectif pour la Guyane décollée ayant décidé d'assouplir la mesure, très critiquée au sein de la population. Aujourd'hui, nous appelons les autres départements de nous suivre dans ce combat pour notre dignité, le respect et puis pour la solidarité. Le message que j'ai voulu faire passer ce soir, c'est de dire à la population qu'un combat c'est toujours long. Et là, je leur demande leur patience pour pouvoir obtenir ce que nous souhaitons et ce que nous pensons que nous devons avoir. Le mouvement qui secoue depuis plus de 2 semaines ce vaste territoire, situé à 7000 km de Paris, est basé sur des revendications sécuritaires, économiques et sociales, ainsi que sur la méfiance face à l'État français accusé de sous-investissement depuis des décennies. Il y a quelques jours, le Conseil des ministres a validé une aide d'urgence de plus d'1 milliard d'euros à destination de ce département d'outre-mer sinistré. Mais le collectif pour la Guyane décollée réclame 2,1 milliards supplémentaires.